Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Nous allons y partager sur un thème qui est celui de comment faciliter la paix sociale dans les organisations et en particulier cette paix sociale dont nous allons avoir besoin pour avancer d'un point de vue stratégique à l'intérieur de l'organisation et à l'extérieur, et puis dans toutes les négociations qui font intervenir différents acteurs qui ont différents positionnements et différents enjeux à satisfaire. Et un angle pour aborder cette question, c'est celui de l'approche systémique. Il y a 16 ans, j'ai rencontré une organisation qui faisait un travail très intéressant avec une trentaine de projets dans le monde. Et cette organisation qui avait déjà un bon nombre d'années d'existence et qui était très appréciée dans son domaine et qui était remplie de gens particulièrement compétents, il y a 16 ans, j'ai rencontré une organisation qui faisait un travail très intéressant avec une trentaine de projets dans le monde. Et cette organisation qui avait déjà un bon nombre d'années d'existence et qui était très appréciée dans son domaine et qui était remplie de gens particulièrement compétents, s'est trouvée dans une situation de crise profonde qui menaçait jusqu'à son existence. Non pas que son travail n'était pas bon, son travail était vraiment très intéressant et en dépendait la survie de beaucoup de gens dans le monde, puisque c'était une ONG qui avait beaucoup de réalisations très concrètes, qui marchaient très bien sur le terrain, mais c'était dans son organisation globale que des choses ne fonctionnaient plus du tout et que cette organisation était au bord de l'explosion. S'est trouvé dans une situation de crise profonde qui menaçait jusqu'à son existence. Non pas que son travail n'était pas bon, son travail était vraiment très intéressant et en dépendait la survie de beaucoup de gens dans le monde, puisque c'était une ONG qui avait beaucoup de réalisations très concrètes, qui marchaient très bien sur le terrain, mais c'était dans son organisation globale que des choses ne fonctionnaient plus du tout et que cette organisation était au bord de l'explosion. Et comme au fur et à mesure des années qui s'étaient écoulées, malgré les tentatives de solutions pour dépasser les difficultés chroniques qui devenaient des vrais gros problèmes que cette organisation rencontrait, malgré le fait que les équipes, les conseils d'administration, les présidents aient changé, eh bien, la situation perdurait, s'amplifiait et était devenue tellement ingérable que l'ultimatum qui avait été donné par cette organisation, il se résumait très bien en une phrase qui était « Si nous n'avons pas résolu la situation d'une manière complètement nouvelle dans 6 semaines, nous mettons la clé sous la porte ». Cela voulait dire beaucoup de choses, ça désolait tout le monde évidemment, c'est simplement un aveu d'impuissance, cette organisation n'y arrivait plus. Et cette organisation, néanmoins, a réussi à faire un travail très intéressant. Elle a réussi à réunir des personnes, et en particulier des équipes qui étaient en conflit profond, ouvert, bien que tout le monde soit très courtois, très poli, les conflits eux-mêmes étaient vraiment très frontaux. Réussir à réunir des personnes dans des sessions de travail pendant cette durée très très courte de quelques semaines, eh bien, ce n'était déjà pas très évident, mais cette organisation a réussi à réunir tout ce monde et elle s'est donné plusieurs phases de travail. Et une première phase de travail a été évidemment de pouvoir rassembler les différents problèmes vus par les différentes parties et de pouvoir partager, confronter ces différents points de vue et rassembler tout cela de manière visuelle d'ailleurs, ce qui a été un puissant facilitateur des échanges, une approche systémique visuelle. Et puis, ces constats étant faits, ça a permis de structurer beaucoup de choses, de faire émerger beaucoup d'enjeux, de valeurs, de critères observables dans la situation. Et puis, progressivement, de faire émerger des axes de travail. Et puis, quelques sessions de travail plus tard, eh bien, cette organisation s'est retrouvée dans une configuration complètement nouvelle.
Il y avait là les différents acteurs des différentes équipes qui jusque-là étaient en conflit ouvert, qui avaient mis à jour beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et puis dont les acteurs s'étaient répartis dans différents sous-groupes qui chacun ont travaillé une forme d'ingénierie de leur propre organisation pour réinventer d'autres modèles de fonctionnement pour pouvoir passer à autre chose. Et ces temps ont été alimentés par une approche systémique, ce qui leur a permis de prendre en main vraiment tous les leviers, tous les ingrédients en jeu, et de pouvoir le faire avec une belle diversité d'approches. Et de cette diversité sont nés plusieurs scénarios. Ces scénarios ont pu finalement se fertiliser mutuellement, et l'organisation est repartie, a redémarré complètement à partir de ce qu'elle avait elle-même produit au sein de ses propres équipes, à partir de sa propre expérience. Et donc au bout des 6 semaines, eh bien, au lieu de mettre la clé sous la porte, comme c'était presque écrit d'avance, eh bien, les personnes de cette organisation étaient les plus étonnées de voir que l'organisation était repartie, que cette ONG redémarrait et qu'elle allait pouvoir continuer son travail et puis continuer son évolution. Et puis le temps a passé, les années ont passé, et un peu moins d'une dizaine d'années plus tard, j'ai reçu une très belle brochure de cette organisation qui avait encore continué à évoluer d'une manière très belle et très efficace. Ses actions fonctionnaient très bien, son organisation fonctionnait très bien, elle obtenait beaucoup de résultats dans ce qu'elle faisait, elle continuait à bénéficier d'une très belle, très forte image positive, constructive auprès de ses bailleurs de fonds et autres partenaires, et évidemment de ses bénéficiaires. Et donc c'était un plaisir de voir que après de nombreuses années, eh bien, cette organisation était toujours non seulement en vie, mais en plus qu'elle faisait en vie, c'est-à-dire qu'elle faisait vraiment très bien son travail sur les bases de la reconstruction qu'elle avait opérée elle-même. Voilà. Et donc, parmi les nombreux enseignements de cette rencontre, eh bien, on pourrait tirer quelque chose qu'on pourrait formuler de manière un peu rapide, un peu lapidaire. C'est que la question n'est pas de savoir si les situations sont désespérées ou pas. La question n'est pas de savoir si les personnes ont les ressources ou si elles sont compétentes ou pas. La question est de savoir si nous pouvons aborder les situations sous un autre angle, complètement différent, qui permettra de résoudre ce qu'il y a besoin de résoudre. Et une fois que cette question du changement d'angle est posée, eh bien, l'approche systémique, évidemment, est la plus pertinente qu'on puisse s'offrir aujourd'hui pour pouvoir aborder les situations complexes auxquelles nous avons affaire. Pas forcément des crises, ça peut être toutes sortes de choses, notamment des projets, et puis l'organisation dans son quotidien. Et le faire d'une manière efficace, puissante, engageante, éclairante, qui permet de recadrer énormément de choses et d'avancer résolument. Et donc cette présentation s'articule autour de plusieurs axes. Le premier, c'est d'aller regarder quels sont les présupposés qui sont souvent dans les échanges, dans les négociations. On aimerait bien que les conditions soient idéales, et évidemment elles ne le sont pas. Et pourtant, ces présupposés engagent beaucoup dans nos attitudes, dans nos façons d'aborder ces situations. Et elles, en fait, ces présupposés nous encombrent. Et donc ça vaut le coup de les mettre à jour pour pouvoir mieux comprendre ce qu'ils sont et puis de pouvoir évidemment les dépasser en abordant les situations différemment. Le deuxième axe, c'est donc qu'est-ce que nous pouvons faire pour dépasser la logique qui s'engage toute seule, naturellement, sur la base des présupposés. Si les présupposés sont ceux d'un monde qui devrait être idéal, alors, puisque manifestement il ne l'est pas, nous éprouvons le besoin de contrôler un peu les choses, et donc nous allons voir rapidement quelles sont les conséquences de ces velléités de contrôle des situations. Lorsque nous avons dépassé ces velléités de contrôle, et que nous les avons remplacés par quelque chose de plus intéressant que nous allons voir et définir ensemble, nous pouvons revenir à la source de tous les événements. À la source de tous les événements, il y a les besoins, parce que chaque personne, chaque groupe, chaque organisme
a ses propres besoins. Les besoins, c'est simplement ce qui justifie, d'une part, le fonctionnement de ces personnes, ces groupes, ces organismes, et puis aussi qui motive tout ce qu'elles font. C'est à la lumière de ces besoins qu'ils peuvent évaluer les situations, qu'ils peuvent y réagir, qu'ils peuvent savoir en quoi c'est important pour eux, qu'ils peuvent faire des choix, etc. Voilà. Et selon que l'on prend en compte ou non ces besoins, eh bien, soit nous avançons parce que nous sommes sur un terrain qui s'éclaire, soit nous subissons les événements parce que simplement nous n'en comprenons pas le moteur. Et c'est évidemment ce qui se passe dans la plupart des situations. On cherche à traiter la surface des événements, les conséquences, sans comprendre le moteur qui produit ces événements. Et donc ça fait beaucoup d'efforts et souvent beaucoup de très réelles et très belles compétences qui sont détournées par des choses inefficaces. Donc nous allons passer un moment sur ces besoins. Une fois que nous aurons mis à jour à quoi ils servent, de quoi ils retournent et en quoi ils engagent les organisations et tout ce que nous y faisons, et notamment le dialogue social dans les organisations, eh bien nous allons regarder d'un peu plus près, dans le détail, quels sont ces besoins les plus génériques et qui sont les plus déterminants. Cette vision de la mécanique, et que ce ne soit qu'un mot mécanique évidemment, c'est plutôt organique, c'est quelque chose de complexe, de vivant, de mouvant, nous pouvons avoir une vision plus opérationnelle, plus logique, plus globale, plus riche de ce qui se joue à travers toutes les situations, et en particulier celles dans lesquelles nous avons une stratégie à faire avancer, nous avons des négociations à faire aboutir. Et une bonne manière de s'y prendre, évidemment, c'est d'anticiper. Et pour anticiper, nous avons besoin d'avoir une vision de là où nous sommes, de là où nous pouvons aller, des conséquences probables de tel ou tel acte, telle ou telle décision, telle ou telle posture. Et cette anticipation, c'est typiquement un des éléments stratégiques auxquels amène l'approche systémique. Bien que nous n'allons pas couvrir toute l'approche systémique, évidemment, puisque nous pourrions passer des années dessus à ne faire que cela, mais simplement aborder ces différents axes va permettre de se mettre dans une position qui permet de regarder dans la direction de là où ça se passe et de regarder plus finement comment ça se passe pour pouvoir intervenir dessus et pour pouvoir nourrir les ingrédients qui ont besoin d'être nourris pour faire avancer ce que nous souhaitons faire avancer. C'est parti. Donc, dans un monde idéal, eh bien, ce serait vraiment super d'être dans ce monde parce que tout le monde aurait les mêmes points de vue et les mêmes valeurs. Ah, si tout le monde avait les mêmes points de vue que nous, eh bien, ça nous ferait économiser du temps. Nous pourrions enfin avancer résolument, d'une manière raisonnable, sur les vrais thèmes. Nous pourrions faire avancer les choses. Si tout le monde était ému par les mêmes valeurs, eh bien, ce serait parfait. Nous pourrions chercher à satisfaire ces valeurs, il n'y aurait pas de conflit, on se mettrait d'accord sur le fait que le plus important, c'est de nourrir ces valeurs, et nous serions tout de suite d'accord sur les points de vue, et donc allons-y. Malheureusement, ça ne semble pas fonctionner comme cela. On peut se demander comment se fait-il que les autres soient si déraisonnables, qu'ils ne partagent pas nos propres systèmes de valeurs, et qu'ils soient si peu instruits ou si peu lucides qu'ils n'arrivent pas à partager nos points de vue. Mais il semblerait que ce soit souvent le cas, et donc nous allons chercher à faire avec. Si nous ne cherchons pas à faire avec, alors ça s'appelle du déni, et le déni, on connaît ça en psycho et ailleurs, le déni, c'est quelque chose qui ne fait pas beaucoup avancer, bien au contraire. Voilà. Nier le fait qu'il y ait une diversité de points de vue et de valeurs, c'est probablement l'une des choses les plus dangereuses que nous puissions faire dans nos interactions individuelles, mais aussi nos interactions sociales plus larges. Dans un monde idéal, il y aurait aussi des personnes et des acteurs qui auraient tous les mêmes objectifs, évidemment. Si nous partagions tous ce côté raisonnable, avoir les mêmes points de vue, les mêmes valeurs, eh bien nous aurions les mêmes objectifs, ce qui paraît être le chemin le plus court pour nourrir ces valeurs d'une manière efficace. Voilà, il semblerait que tout le monde n'ait pas les mêmes objectifs, que tous les acteurs n'aient pas les mêmes objectifs. C'est désolant, mais c'est ainsi. Et donc, quoi faire avec?
Évidemment, dans un monde idéal aussi, nous aurions tous les mêmes comportements, c'est-à-dire que nous irions tous dans la même direction. Nous aurions une communauté de pratiques, et ça simplifierait grandement les choses. Parce que dans la vraie vie, on dirait que il y a des personnes qui courent dans une direction, puis d'autres qui courent dans une autre direction. Certains font un geste vers la droite, et un autre fait un geste vers la gauche, et puis un autre vers le haut, et puis un autre vers le bas. Et donc tout cela a du mal à se coordonner parce que nous n'avons pas les mêmes comportements. Ah, si seulement nous pouvions avoir les mêmes comportements. Évidemment, dans un monde idéal, les conditions seraient fixes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aurait cerné notre environnement, les acteurs en jeu, les enjeux, où nous en sommes les uns les autres, quelles sont les ressources dont nous disposons, où sont les obstacles, les problèmes, etc., quel est le relief du terrain, quels sont les chemins existants, eh bien ce serait simple, nous aurions une carte fixe et nous n'aurions plus qu'à déterminer un itinéraire ou déterminer comment nous nous positionnons, comment nous avons à réagir, et puis les choses seraient réglées comme sur du papier à musique et il n'y aurait plus qu'à jouer la partition. Ce serait vraiment un monde idéal. Il y a aussi une autre chose qui faciliterait la vie dans un monde idéal, c'est que l'environnement ne soit pas complexe, c'est-à-dire qu'on puisse le découper en parties et puis que ces parties puissent toutes être clairement identifiées. Et voilà, c'est un monde très cartésien qui serait fixe, découpable en sous-parties, que nous pourrions analyser indépendamment les unes des autres, et puis ça nous simplifierait la vision, les décisions, les objectifs, les comportements, etc. Et donc évidemment les négociations, la stratégie, l'organisation en général. Il se trouve que dans la vraie vie, l'environnement n'est pas du tout modélisable par l'approche cartésienne, et que nous tardons à comprendre ce genre de choses. L'environnement est complexe, définitivement complexe. Il fait intervenir plus d'éléments que ceux dont nous avons conscience. Il fait intervenir ces éléments en les faisant interagir entre eux, que ces interactions produisent d'autres éléments, produisent d'autres événements, d'une manière complètement autonome qui échappe aux parties prenantes, qui parfois les dépassent, et qui change l'environnement lui-même, qui change les conditions elles-mêmes. Et ce qui était vrai à un moment ne l'est plus un peu plus tard. Les solutions d'hier sont les problèmes d'aujourd'hui. C'est une petite phrase qu'on rencontre de temps en temps en systémique. Et vouloir s'accrocher à des choses qui ont marché à un moment est une erreur très coûteuse en énergie. Le monde est complexe. Il n'est pas réductible à un quelconque modèle. Les modèles systémiques ne cherchent pas d'ailleurs à réduire le monde, simplement à le rendre intelligible pour pouvoir se positionner et agir de manière efficace, mais certainement pas à le réduire ni à se prendre pour le monde qu'il modélise. Donc l'environnement est complexe, définitivement complexe, les événements sont complexes, les personnes sont complexes, les acteurs sont complexes, et tant qu'on cherchera à évacuer cette complexité parce qu'elle nous gêne, parce qu'on ne sait pas s'y prendre, on ne sait pas s'y prendre avec elle d'une manière purement analytique, comme on a appris à les faire en gestion et ailleurs, eh bien c'est encore du déni. Et tant qu'on dénie la complexité des choses, eh bien, on ne peut pas s'occuper de cette complexité des choses de manière efficace, et donc ça donne toutes sortes de situations dont on peut voir les effets qui n'avancent pas à toutes les échelles de notre quotidien, que ce soit individuel, que ce soit organisationnel, que ce soit social, sociétal ou macroéconomique. Voilà, c'est la conséquence souvent la plupart des problèmes sont la conséquence du déni de cette complexité et de méthodologies qui, déniant cette complexité, ne permettent pas d'avancer de manière constructive sans avoir des dégâts collatéraux qui sont souvent beaucoup plus importants que les quelques miettes de bénéfices que l'on vise avec ces méthodologies. Voilà, donc l'environnement ne serait pas complexe dans un monde idéal, mais nous ne sommes pas dans ce monde idéal. De toute façon, ce monde idéal ne marcherait pas pour plusieurs raisons. Même s'il pouvait exister, il ne marcherait pas. Parce que si nous avions tous les mêmes points de vue et les mêmes valeurs, que nous resterait-il à partager? Mais si nous n'avons rien à partager, nous n'allons même pas nous réunir autour d'une table, nous n'allons même pas ouvrir la bouche pour entamer une discussion. Nous n'aurions rien à partager. Il n'y aurait pas d'événements sociaux, il n'y aurait pas d'événements organisationnels, il n'y aurait pas de dialogue, il n'y aurait rien. Et ce serait d'un ennui mortel.
Si nous avions tous les mêmes objectifs, sur quoi discuter? Sur quoi échanger? Sur quoi partager? Sur quoi confronter nos points de vue? Donc, en fait, nous n'avancerions sur rien, parce que nous n'aurions pas de discussion. Les choses seraient calées et nous n'aurions même plus à réfléchir sur comment faire pour, nous n'aurions plus à nous projeter. Voilà, les choses seraient calées une bonne fois pour toutes, et donc on pourrait même se demander à quoi servirait notre cerveau, à quoi serviraient nos organisations, notre diversité d'acteurs sociaux dans l'organisation. Voilà, il n'y aurait plus besoin de tout cela, parce que les choses seraient déjà calées, et que tous ces fonctionnements, ne serait-ce que de cerveau, qui est une machine très finalisée, eh bien, serait complètement inutile. On pourrait se défaire de tout ça. Évidemment, ça ferait peut-être une économie d'énergie, mais ce serait aussi le grand silence. Il ne se passerait plus rien. Si nous avions tous les mêmes comportements, quoi nous apporter? Si mon voisin fait la même chose que moi, à quoi je sers? Si il fait la même chose que moi, à quoi me sert-il puisque je le fais déjà? Donc, il n'y aurait plus d'apport mutuel. Donc, s'il n'y a pas d'apport mutuel, nous pouvons rêver de négociations, de stratégies, de paix sociale, d'organisation, mais tous ces thèmes n'ont plus lieu d'être, puisque nous n'avons plus rien à nous apporter, nous n'avons plus de diversité de compétences, nous n'avons plus de complémentarité. Donc, ce monde idéal ne peut pas exister de simple fait à cause de cette simple question. Il n'y aurait donc pas de mouvement, pas d'action. Comme les conditions seraient fixes, il n'y aurait pas non plus de marge d'action. Les conditions étant fixes, une fois qu'elles sont données, que le cadre est posé et que plus rien ne pourra changer, eh bien il n'y a plus d'action possible. Une fois qu'on aura fait le tour de toutes les combinaisons possibles, eh bien on n'avancera plus. Et d'ailleurs, c'est quand on cherche à fixer artificiellement, puisque ça ne marche pas dans la vraie vie, mais à fixer des conditions définitives, que les acteurs sociaux tournent en rond en jouant chacun sa partie, une partie qu'il connaît par cœur depuis longtemps, et a l'impression qu'à la fin d'un échange, eh bien, il ne sera rien passé de plus qu'à la fin de l'échange précédent, et que du précédent, et que du précédent, et que du précédent, et que ce sera la même chose pour les suivants. Nous n'avons plus de marge d'action, nous n'avons plus rien à chercher, à viser, à chercher à obtenir. Nous n'avons pas non plus de marge de progression, nous n'avons pas de marge d'innovation, donc pas non plus de marge d'adaptation. Donc si les conditions sont fixes, d'ailleurs, nous n'avons plus besoin de nous adapter. Voilà. Techniquement, dans les organismes vivants, ça s'appelle la mort. Ça ne s'appelle pas, et encore même la mort reste plus mouvante que ça, puisqu'il y a un recyclage permanent. Voilà. Donc ça reste dans le mouvement. C'est vraiment une illusion de chercher des conditions fixes, et de toute façon, elle nous priverait de toute marge d'action. Et je ne prends pas beaucoup de risques quand j'imagine que quasiment personne voudrait voir réduire sa marge d'action. Reste une petite question toute anodine que nous pouvons nous poser sur la complexité de l'environnement. Si l'environnement n'est pas complexe, alors pourquoi tout n'est-il pas déjà résolu? Pourquoi y a-t-il encore des questions non résolues? Pourquoi avons-nous encore des problèmes à résoudre? Ça fait tellement longtemps que l'espèce humaine existe et officie dans toutes sortes de domaines, et nos systèmes scientifiques sont tellement riches, et certaines visions du monde sont tellement sûres d'elles, la vision cartésienne en particulier, qu'on peut se demander comment, malgré tout, tout n'est pas encore résolu. On a des problèmes sociaux, on a des problèmes économiques, on a des problèmes organisationnels, on a des problèmes relationnels humains, on a de proximité, on a des problèmes microéconomiques, macroéconomiques, on a des problèmes politiques, on a des problèmes de toutes sortes de choses, des problèmes institutionnels, des problèmes techniques. C'est étonnant de voir que tout n'est pas encore résolu. Évidemment, tout n'est pas encore résolu parce que l'environnement est complexe, qu'il bouge tout le temps, qu'il évolue en permanence, et que le résoudre définitivement, ça voudrait dire qu'il n'existerait plus. À partir du moment où il existe, résoudre, ça veut dire s'adapter à des choses changeantes. Donc résoudre n'est jamais un point final, mais simplement une action du quotidien. Et de toute façon, si nous ne souhaitons pas
nous souvenir que l'environnement est complexe et que les situations auxquelles nous avons affaire sont complexes, eh bien, elles se chargeront de nous le rappeler, et cet environnement se chargera de nous le rappeler.